à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de thérapie. Aujourd'hui, je m'apprête à partager avec vous une des autres approches professionnelles que je propose et qui s'appelle la parole au bébé. Alors pour le moment, elle s'appelle comme ça puisque c'est le nom que lui a donné sa créatrice et donc ma formatrice Brigitte Denis. Mais elle nous invite cordialement à lui trouver un nom qui nous convienne, sur lequel on aurait mis nos propres couleurs. Et c'est celui que je suis en train de chercher mais que pour le moment je n'ai pas encore trouvé. Donc je vous le présente sous le nom de la parole au bébé, et ce qui compte c'est de toute façon tout son contenu, puisque moi ce que je vous propose de partager aujourd'hui c'est vraiment tout ce qu'est la parole au bébé. Ça n'est pas la parole au bébé changée avec quelques trucs que j'aurais rajouté, pioché ici ou ça dans d'autres approches, c'est vraiment l'approche telle qu'on me l'a transmise. Je voudrais quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire une petite aparté, et pas des moindres, elle est importante pour moi, c'est de vous dire que ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui, ça n'est pas la vérité absolue. C'est ma vérité à moi. Ce qui veut dire que c'est pas forcément exactement la vôtre. Moi, c'est ma vérité, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui résonne en moi. Ça n'est pas juste un copier-coller de ce que j'aurais pu lire dans un bouquin ou dans mes cours de formation. C'est vraiment ce qui résonne en moi, donc tout ce qui est issu de mon expérience auprès des bébés en tant que traductrice de bébés, tout ce qui est de l'échange qu'il y a pu y avoir durant toute ma formation, que ce soit avec ma formatrice ou avec mes collègues, tout ce qui est aussi mon chemin de vie, qui je suis aujourd'hui évidemment, mais c'est vraiment tout ce qui sonne et tout ce qui résonne en moi comme une vérité pour moi. Et il y a des choses là-dedans que vous allez prendre et vous allez adhérer et vous allez dire c'est génial, tant mieux. Et d'autres peut-être où ça va vous porter un peu sur le doute et vous faire vous poser des questions, et vous n'êtes pas obligé de... Voilà, vous pouvez laisser des choses de côté, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout pour que ce soit quelque chose que vous pouvez utiliser et qui puisse vous aider au quotidien. Enfin au quotidien. On le verra tout à l'heure. Je vous l'expliquerai un petit peu plus longuement. Donc voilà, maintenant que ça c'est mis bien carte sur table, je voudrais aussi vous dire pourquoi il me tient à cœur de faire cette petite présentation vidéo. Vraiment, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire connaître cette approche au plus large public possible. Parce que quand on ne connaît pas, on est un peu frileux souvent à aller découvrir de nouvelles choses. Il y a des gens qui sont, comme moi d'ailleurs, curieux de nature, et quand il y a quelque chose d'un petit peu nouveau et qui paraît prometteur, on a envie d'y aller. Et il y a aussi des gens qui vont attendre qu'on leur propose, qu'on leur en parle de façon sécuritaire, je dirais. Il faudrait que ce soit une personne de confiance. Et il y a beaucoup de gens pour qui la personne de confiance, c'est souvent le médecin ou quelqu'un qui aurait une autorité un petit peu spécifique. Et je pense qu'avant que votre médecin de famille ou le pédiatre même vous propose d'aller voir une traductrice en parole au bébé, il risque de se passer quelques bonnes dizaines d'années. Je suis peut-être pas très optimiste, mais bon, je pense que c'est pas demain la veille. Donc moi, ce que je voudrais vraiment faire, c'est de mettre carte sur table, que vous sachiez exactement ce que c'est pas, comment ça fonctionne et tout ça, pour que vous ayez l'occasion de pouvoir venir, si c'était bénéfique pour vous, de pouvoir venir tester cette approche, ou d'en parler éventuellement à des gens autour de vous qui pourraient en avoir besoin et en tirer vraiment des bénéfices, mais qui ne connaissent pas. Voilà, moi c'était vraiment ça qui me tenait à cœur de partager durant cette vidéo. Alors, je vais la faire, cette vidéo, en 2 ou 3 parties. Pour pas que ce soit forcément trop long et donc peut-être barbant pour certaines personnes qui n'aiment pas les vidéos qui durent plus d'une heure, ce que je peux comprendre aussi. Je vais la faire donc en plusieurs parties, comme ça ceux qui sont super gourmands ils pourront regarder toutes les parties les unes après les autres et puis avoir tout le contenu d'un coup, et ceux qui n'ont pas forcément trop le temps ou voilà qui préfèrent regarder ça en plusieurs fois, et ben ils regarderont une vidéo, la semaine d'après une autre et ainsi de suite. Pour cette première vidéo, je vous propose de me présenter une nouvelle fois parce que certaines personnes n'auront pas vu la première vidéo sur l'intégration motrice primordiale. Et je vous propose de répondre à quelques questions de l'ordre qu'est-ce que c'est la PAB, la parole au bébé. Quand je dis PAB, ça veut dire parole au bébé maintenant. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce que c'est pas. C'est très important aussi, vous allez voir avec quelques exemples tout à l'heure, de répondre à la question qu'est-ce que c'est pas, parce qu'il y a vraiment des gens qui savent pas ce que c'est, quand ils arrivent ils sont très surpris. Donc moi je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo, et puis dans une seconde et peut-être une troisième, on verra selon le temps de parole que j'utilise, d'autres questions seront abordées que je vous donnerai au fur et à mesure. Voilà, à tout de suite.
Voilà donc parti pour la première vidéo, pour la première partie pardon, de cette vidéo. Donc je vous ai dit que j'allais commencer par me présenter de nouveau. Donc je m'appelle Sabrina Guigou et je suis dans l'accompagnement depuis environ 5 ou 6 ans. J'ai commencé à l'époque avec le soin énergétique. C'est mon parcours de vie qui m'a menée aux soins énergétiques puisque j'étais moi-même dans un état de santé pas au top. Et puis, je dois bien l'admettre, j'étais un peu dans un genre de errance médicale, c'est-à-dire que les médecins se renvoyaient un peu la balle, personne ne savait trop ce que j'avais, pourquoi j'étais comme ci, pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce que c'était pas. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, je me suis dit, bon ok, je vais arrêter de me laisser trimballer comme ça de gauche à droite et je vais essayer de prendre les choses un peu en main. Et du coup, je me suis reconnectée aux soins énergétiques que j'avais pourtant connus il y a de nombreuses années et vers lesquels j'étais pas encore retournée. Et c'est cet outil-là, je dois bien dire, qui m'a vraiment aidé à l'époque à sortir la tête de l'eau. Et j'ai donc voulu pouvoir être formée pour pouvoir à mon tour le transmettre et pouvoir faire profiter de ce super outil à un maximum de personnes qui en auraient besoin. Donc j'ai été initiée aux énergies vitales. C'était une très grande découverte pour moi. C'était vraiment, à l'époque, je mettais ça vraiment sur un piédestal. C'était moi et mes œillères. C'était le soin énergétique, c'est la panacée. Si tu ne fais pas un soin énergétique, il y aura toujours des problèmes. La médecine, ça sert à rien. Les autres approches non plus. C'est le soin énergétique. Point, point, point. Bref, du coup, la vie m'a remis un petit peu sur mon rail en me disant Sabrina, tu vas voir, c'est pas la magie pour tout, ça marche, oui bien sûr, mais pas pour tout le monde. Comment est-ce que la vie s'y est pris pour me faire comprendre ça? Eh bien c'est très simple, elle m'a envoyé des enfants. Et oui, parce qu'en soins énergétiques, on part du principe que l'enfant dépend des corps énergétiques ou des corps et des centres énergétiques de sa maman jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans. Donc moi j'avais juste eu ça comme info, il n'y avait pas, dans la formation que j'ai suivie, il n'y avait pas je dirais, de module spécial enfant, donc quand on m'envoyait des enfants, je travaillais avec leur maman. Et au début, je dois dire que j'ai eu des résultats, c'était très bien. Mais comme je restais un petit peu trop bornée, je suppose, dans mon outil, avec mes œillères, la vie s'est dit, ben, on va lui envoyer des enfants avec qui elle va pas trop savoir quoi faire. Ce qui s'est passé. Alors en effet, j'ai été vite démunie parce que j'arrivais plus à avoir de résultats, j'arrivais plus à accompagner les enfants. Ça marchait un peu, ça marchait pas trop. Alors qu'est-ce que ça voulait dire ça marche pas, c'était pareil, c'était pas évident. Mais bon, en tout cas, il n'y avait pas l'effet attendu, il n'y avait pas non plus de ma part une grande envie de continuer parce que j'étais aussi très mal à l'aise avec les enfants. Ce que je ne savais pas à cette époque-là, et que je sais maintenant heureusement grâce à tout le travail que j'ai pu faire auprès d'eux, et puis le travail sur moi aussi, c'est qu'en fait ils étaient là pour me renvoyer un certain reflet de moi-même, encore souffrant. Et on dit que les enfants sont nos miroirs, mais là on va en parler énormément dans cette vidéo. Pour le coup, ils faisaient un effet miroir avec mes propres blessures d'enfance qui étaient tellement fortes que du coup j'étais mal à l'aise avec eux et que je préférais fermer la porte de mon cabinet aux enfants, ce qui était beaucoup plus confortable pour moi. Donc il s'est passé quelques bonnes années avant que j'accueille de nouveau les enfants avec qui je suis plus ou moins spécialisée aujourd'hui. J'aurais jamais cru ça à l'époque. Hein. Heureusement, j'ai cheminé sur moi-même. Hein. Quand on est dans l'accompagnement aux gens, c'est tous les jours qu'on travaille sur soi, qu'on se guérit, qu'on essaye de se comprendre et tout ça. Donc j'avais déjà fait un peu de chemin, mais ce qui a vraiment continué de faire son effet maximal, c'est l'arrivée de mon premier enfant. En effet, vous le savez peut-être si vous êtes parent, et vous savez peut-être consciemment ou simplement peut-être vous en avez un peu chié entre guillemets au début sans savoir pourquoi. Mais quand on fait nos premiers pas dans la parentalité, donc ceux dès qu'on est enceinte pour la maman, hein, c'est le premier pas vers cette ouverture énorme sur l'inconscient, sur toutes les parts de nous d'enfance qui n'ont pas encore été guéries et qui ne demandent qu'à guérir. Donc évidemment, cet appel depuis je dirais ma grossesse, depuis l'attente de mon fils, s'est fait sentir. Donc j'ai pu continuer à prendre conscience de certaines choses. Alors à ce moment-là, j'étais pas encore vraiment les deux pieds dans le plat, donc j'avais pas tous les tenants et les aboutissants que j'ai aujourd'hui. Mais j'avais déjà des outils qui m'ont permis de comprendre certaines choses. Et, et à l'arrivée de mon fils, c'était encore plus parlant parce que bon, j'avais les parts de moi qui souffraient, c'est-à-dire comment je fais pour l'accompagner quand je suis pas bien, comment je fais quand il pleure et que je peux pas le laisser pleurer, alors que je sais très bien que le bébé a besoin de pleurer. Mais il y avait aussi ces parties à lui, souffrantes, que je voulais accompagner, certainement en écho à moi étant bébé qui n'avait pas pu être guéri de toutes mes parties souffrantes. Mais j'ai cherché du coup, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire
quelles sont les approches que je vais pouvoir trouver pour accompagner mon fils. Alors mon fils, il n'avait pas besoin d'un accompagnement, je veux dire, il n'a jamais été malade, hospitalisé ou des choses vraiment très graves, mais c'est des choses du quotidien qui, si vous êtes parent d'ailleurs, vous le savez très bien, sont inconfortables. C'est des problèmes de sommeil. Bon, alors attention aux problèmes de sommeil, hein. On dit souvent que le bébé, ah, il fait pas encore ses nuits, ben, quel âge il a? 4 mois. Attendez, il faut peut-être laisser le temps au temps aussi. Donc il y a problème de sommeil et impatience des parents, ça je suis d'accord. Mais quand l'enfant se réveille vraiment plusieurs fois par nuit, de longs mois, et qu'en plus on ne comprend pas ce qui se joue, parce que c'est pas juste un réveil d'être assuré, il y a quelque chose d'autre qui se joue et qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'analyse pas de la même façon, papa et maman, que ça commence à créer un peu des tensions. Voilà, c'est ce genre-là de sommeil dont je veux parler. Donc on avait nous plus des problèmes de sommeil, d'alimentation aussi, d'un petit qui mange pas beaucoup. Alors moi ça faisait énormément écho avec moi parce que j'étais une petite fille qui ne mangeait pas beaucoup, donc je m'inquiétais beaucoup pour ça. Beaucoup de choses vraiment du quotidien je dirais, mais moi qui m'ont questionnée et qui ont fait que je suis partie à la recherche de nouvelles approches. Et c'est là que j'ai trouvé mes deux approches, les deux dernières que j'ai donc dans mon sac à outils, l'intégration motrice primordiale dont j'ai déjà parlé et la parole au bébé dont je vous parle aujourd'hui. Ces deux approches-là, en fait, je m'y suis formée. Pourquoi? Parce que, comme en énergétique, ça a été une révélation pour moi. Moi, quand je me forme et que je transmets derrière, c'est parce que j'ai vécu le truc. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Avec des séances de parole au bébé, que ce soit d'ailleurs pour mon fils ou pour moi-même, des guérisons de moi-même, de l'enfant intérieur, j'ai pu voir vraiment les choses avancer et puis vraiment ça m'a vraiment concilié avec ces approches-là. Je me suis dit c'est vraiment des choses efficaces, c'est des choses qu'il faut pouvoir transmettre aux autres. L'IMP c'était la même chose, hein. Une séance avec des résultats super, donc du coup je me dis allez hop c'est bon, je m'y mets. Donc vraiment, c'est grâce, je dirais, à l'arrivée de mon enfant que les choses se sont accélérées et que j'ai pu donc euh, toucher du doigt vraiment cette approche de la parole au bébé, puisque je la connaissais simplement d'il y a quelques années par la lecture de livres et de sites internet. Mais c'était tellement flou et c'était resté tellement en arrière que je m'en rappelais même pas au moment où j'en aurais eu besoin en fait. C'est que vraiment à force d'avoir tapé dessus, on dort plus, on se fait du souci et tout, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Il faudrait vraiment trouver un traducteur de bébé, c'est pas possible. Et là je me dis oh là là, oui, en disant ces mots-là, ça m'a rappelé à des choses. J'ai pu faire cette formation. Enfin, c'était une super découverte et un super nouveau départ. Voilà comment moi je suis arrivée à la parole au bébé et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir travaillé sur moi, sur mon enfant intérieur et de pouvoir de nouveau accompagner les bébés et les enfants avec vraiment une envie et une passion nouvelle que je ne connaissais pas il y a quelques années. Alors donc pour commencer à rentrer dans le vif du sujet pardon, je vous ai dit on va commencer par répondre à la question la parole au bébé, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est pas dans la même partie. Alors avant de répondre à ces questions, je vais vous citer deux phrases qui sont pour moi très importantes parce qu'elles sont, je dirais, à l'origine de pourquoi est-ce qu'on consulte en parole au bébé en fait. Et elles expliquent très bien ce que ça va être la parole au bébé aussi. Il y en a une qui est issue d'un livre de Jacques Salomé et qui dit les enfants parlent parfois avec des mots, M-O-T-S, mais ils disent l'essentiel avec des mots, M-A-U-X. Je vous laisse à réfléchir là-dessus. Là, je parle d'enfants, mais petite parenthèse, on peut aussi l'adapter pour les adultes, hein. C'est la même chose. La deuxième phrase, et qui me tient aussi à cœur encore plus, parce que pour les bébés qui n'ont même pas les mots MOTS, il faut bien trouver autre chose, elle est issue du livre Les 9 marches de Daniel Meroy et Angie Vaudan, et elle dit « Lorsqu'on n'a pas les moyens de parler, on trouve d'autres moyens pour communiquer ». Pour moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas les mots, je ne peux pas parler, et bien je vais trouver quelque chose, mon corps va transmettre quelque chose pour vous communiquer à vous parents là, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout ce monde intérieur. Alors on va partir vraiment du principe que la parole au bébé est là pour traduire en mots, M-O-T-S, tous ces mots M-A-U-X. Et dans mots M-A-U-X, on le verra plus tard dans une autre partie, ça englobe beaucoup de choses, hein. Ce ne sont pas juste les mots physiques de la maladie. On le verra un petit peu plus tard. Alors, moi, je vais partir du fait, peut-être que vous le saviez. Moi, je n'avais pas vu toute l'ampleur de la chose avant de pouvoir traduire des bébés. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais vraiment, on part du fait que le monde intérieur des bébés, le monde émotionnel, le monde
mental aussi est très riche, vraiment très riche. Moi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est des petits êtres, on se dit, oh, il doit pas y avoir encore grand-chose, c'est un peu juste gaga gougou, voilà, il y a des émotions, mais elles sont juste en train de se mettre en place, il n'y a pas encore toutes les parties du cerveau matures, donc il n'y a pas toutes ces pensées et tout ça. En fait, si, il y a juste qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont pas là pour les aider justement à rationaliser et à canaliser ces grosses émotions. Donc ils sont dans un monde émotionnel énorme et avec déjà beaucoup de pensées et beaucoup de croyances. Vous allez voir, les croyances ont une place très très importante en parole au bébé. Euh, la croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une interprétation de la réalité. Elle peut être vraie ou fausse. Si la croyance est nourrissante, c'est génial. Si par exemple il m'est arrivé une bonne chose une fois, puis une bonne chose une seconde fois, j'en fais une croyance et je me dis, ben moi je suis née sous une bonne étoile, donc rien ne peut m'arriver. Ah, c'est génial, parce que du coup c'est quelque chose qui va me nourrir, qui va me mettre en confiance. Mais si c'est le contraire, et que prenons par exemple, je sais pas, une petite fille qui a eu une naissance très difficile, qui a dû avoir beaucoup de soins à sa naissance, donc que ce soit intubation, que ce soit des piqûres, des soins invasifs, et pour un peu que les personnes qui ont pris soin d'elle pour la soigner étaient des hommes, elle ne savait pas que c'était pour son bien et que c'était vital pour elle, elle s'est juste dit, ils me font du mal. Et la croyance peut se mettre en place, je crois que les hommes sont dangereux et me veulent du mal. Là, c'est un petit peu moins porteur dans la vie, vous imaginez bien. D'autant plus que ces croyances-là, vraiment, sont comme des empreintes qui vont aller se répéter, se nourrir, se fortifier, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, ça va faire la pensée créatrice. La pensée créatrice, c'est vraiment pas qu'est-ce que je pense là de façon consciente là maintenant et qui va apporter ma situation extérieure. C'est pas par exemple, je vois bien des gens qui disent allez la force de l'intention, j'ai envie d'avoir plein d'argent, l'abondance, tout ça. Allez tous les soirs je me mets là, oui j'ai envie d'avoir de l'argent pour faire ci, pour faire ça, c'est juste, ça va être bien et tout, génial. Et ça marche pas, ils se demandent pourquoi. Mais oui, parce que si en arrière-plan, mais vraiment en inconscient, vous avez d'autres croyances qui ont pu se mettre là depuis tout petit ou qui sont là depuis d'autres générations, du transgénérationnel par exemple, et ben ça peut être des croyances du genre attention, l'argent peut vous perdre, l'argent peut faire que, je ne sais pas si dans votre histoire de famille, même si vous n'en avez pas idée, hein, il y a eu quelqu'un qui était riche et du coup quelqu'un est rentré chez cette personne-là pour aller lui voler son argent et elle a tué femme et enfant par exemple. Donc attention, d'avoir de l'argent ça peut être très dangereux. Ou d'avoir de l'argent, ça fait qu'on n'a plus d'amis, les gens sont là par intérêt et il n'y a pas d'amis sincères. Il peut y avoir plein de croyances comme ça qui en fait mènent votre vie, parce que ce sont ces croyances-là qui vont créer le monde extérieur qui vous arrive. Quand on dit la pensée créée, c'est pas moi là tel que je voudrais créer mon monde, ça peut hein, au bout d'un moment, mais c'est aussi tout ce qui est en background là derrière. Et les croyances, elles sont là derrière pour aller justement faire en sorte que tout ça, ça va se recombiner dans votre vie pour revalider de nouveau cette croyance, la fortifier encore plus, jusqu'au moment, peut-être à l'âge adulte, où vous commencez à vous dire mais c'est pas possible quoi, j'ai pas de chance ou quoi. Ce petit bébé fille là par exemple qui se dit que les hommes sont dangereux, et ben elle a très bien pu à cause de cette croyance s'attirer des hommes dangereux, pas forcément très scrupuleux, hein, qui venaient vers elle, qui l'ont violentée, qui se sont moqués d'elle, qui l'ont humiliée, des choses comme ça. Puis au bout d'un moment, elle est toute seule, elle a 45 ans, elle se dit bon pourquoi est-ce que toutes mes amies tombent sur des hommes qui sont pas mal et moi, j'arrive pas, quoi. Je tombe toujours sur des salauds ou sur des dégénérés, j'en sais rien. Et au bout d'un moment, vous êtes tellement à bout dans des choses comme ça qui sont pour vous difficiles que c'est comme un appel de la vie pour vous dire hey, regarde ici, là, regarde, je te mets un gros point d'exclamation, il y a quelque chose à soigner chez toi. Ah, ok. Et donc, quand on va au bout, là, ou plutôt à l'origine, je dirais, de ces schémas qui sont limitants et répétitifs dans notre vie d'adulte, on se rend compte qu'il y a une croyance qui est à la base, qui est à l'origine. Et si on va à l'origine pour la faire sauter, pour la rectifier, pour lui dire non, ça c'était une mauvaise interprétation de la réalité, on a gagné énormément dans notre vie. Alors il ne s'agit pas juste d'avoir en mots, je dirais, la croyance, on le verra un petit peu plus tard. C'est pas, ah oui, tiens, moi je sais, quand je creuse en moi, je vois que j'ai une croyance limitante comme quoi les hommes sont dangereux. Non, il faut pouvoir remonter à l'origine, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'événement qui a déclenché cette croyance-là, et pouvoir faire sortir l'émotion. Moi, je dirais la vivre dans son corps, pour libérer le corps aussi de toutes ces cristallisations qui ont pu se faire à ce moment-là.
Donc ça, c'était une petite aparté, pour vous faire comprendre vraiment qu'est-ce que c'était qu'une croyance telle que je vais en parler maintenant, telles que sont les croyances dont on va parler pour la parole au bébé. Donc pour revenir au sujet de la parole au bébé, on peut se dire que cette approche va vraiment permettre de traduire tout ce monde intérieur, là très très riche, des émotions et des croyances du bébé. Donc pour résumer, si on devait ne donner qu'un mot, je dirais que la parole au bébé est une approche de traduction. C'est le mot qu'il faut retenir. Ce n'est pas une approche qui va permettre une guérison ou une thérapie. Il se peut, et heureusement, c'est ça qui est vraiment magique, enfin magique, attention, on y reviendra tout à l'heure, je dirai comment ça marche, qu'il se peut que le symptôme pour lequel vous veniez disparaisse, que ce soit au bout d'une ou de plusieurs consultations. Mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est pas moi qui l'aurais guéri, moi. Je suis pas là quelqu'un qui détient vraiment une petite poudre magique de guérison que seul moi sais où elle est cachée et puis qui vient la mettre là vite fait sur votre bébé qui est guéri quand vous sortez de chez moi. Je suis pas là pour gommer les symptômes ou les signes qui vous interpellent. Je suis pas là pour réparer un bébé ou pour le faire à la sauce qui vous conviendrait bien pour pas que ça vous dérange trop. Vraiment, il n'y a pas de tour de passe-passe. Vous allez le voir quand on va aborder comment ça fonctionne. C'est pas va voir Sabrina, tu vas voir, hop, un claquement de doigts et ton bébé va faire ses nuits. C'est vraiment de la traduction. Moi, je voudrais que vous voyez ça en ces termes. C'est comme si je me faisais le porte-parole du petit bébé qui lui n'a pas encore justement les mots et la parole pour que lui, là, ce petit être, il soit enfin compris et par les principaux acteurs de sa vie en fait, c'est-à-dire ses parents. Il est totalement dépendant de ses parents. Sa vie dépend de ses parents. Donc son besoin à lui, pour obtenir la sécurité, c'est d'être compris par ses parents. Et si vous apportez la sécurité à votre bébé, vous lui apportez toute la base dont il a besoin. La sécurité, c'est à la base de tout. Je préfère préciser ça parce qu'il y a des gens qui... il y a une personne, c'est là que je vais vous donner un exemple quand même, c'est qu'une personne est venue me voir une fois parce que son bébé ne faisait pas ses nuits, ça faisait plus d'1 an et demi. Et il dormait très peu. Il devait dormir par tranche de 40 minutes. Et il a suffi, pour cette fois-ci, d'une consultation pour réussir à mettre en mots ce qui se jouait pour ce petit, pour le libérer, pour l'aider. Et il s'est avéré que du coup, le soir même, le petit a fait ses nuits. Et cette dame-là était heureuse au possible, mais elle m'a envoyé des mots en me disant je l'ai jamais vu aussi apaisé. Au début c'était ça, puis après ah bah dis donc ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il fait ses nuits, puis après ah bah ça y est il a fait ses nuits, oh, c'est génial, merci merci. Vous imaginez bien, je sais pas si vous avez déjà été dans ce cas-là, mais quand on est parent et qu'on dort plus à cause du petit qui fait pas ses nuits, c'est une chose très difficile. Donc cette maman-là était vraiment très reconnaissante. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle est allée parler de moi sur les forums ou je sais plus trop où elle était en lien avec d'autres parents qui vivaient la même chose qu'elle, donc des nuits sans sommeil. Et j'ai eu plusieurs, pas tant que ça, comme quoi même quand ça marche, les gens sont toujours frileux, mais j'ai eu 3 ou peut-être 4 même, je sais plus, enfin 3 ou 4 personnes qui sont venues me voir envoyées par cette personne-là en disant mon bébé ne dort pas, entre guillemets, réparez-le comme vous avez fait avec celui de ma collègue. Et ces gens-là, ils ont été très étonnés quand ils ont vu comment se passait la séance, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas demandé à leurs collègues comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils s'étaient dit c'est une solution et quand on est à bout, parfois on y va, on fait même 200 km en se disant je vais peut-être pouvoir dormir ce soir. Et du coup, ils étaient très surpris. Et du fait que ça n'ait pas marché, on verra aussi après dans une autre partie de vidéo ce que ça veut dire, si ça marche ou si ça marche pas. Mais pour eux, ça n'avait pas marché puisqu'il n'y avait pas eu le miracle d'après-séance qui faisait que leur bébé allait dormir tout de suite. Et ben du coup, ils ont été très déçus. Mais ça les a vraiment mis au 36e dessous, quoi. Jusqu'à ce qu'ils reprennent rendez-vous, qu'ils comprennent autre chose. Pas tous, hein, ils n'ont pas tous repris rendez-vous. Enfin bon, voilà. Pour éviter ces choses-là, je préfère dire que je ne fais pas une guérison, moi. Moi, je ne fais pas de la guérison. Je vous promets pas que votre bébé il va sortir en étant guéri, gommé de quoi que ce soit. Juste, je vais le traduire. Et ce sera à vous, après, on verra bien, de faire votre chemin avec ça. C'est vraiment pouvoir le traduire pour que vous soyez conscient de ce qui se passe pour lui et que vous puissiez l'accompagner d'une autre façon, beaucoup plus consciente, et donc lui apporter de la sécurité, ce qui est à la base de beaucoup de choses. Je dirais presque de tout, mais bon, j'aime pas être trop non plus catégorique. Quand le bébé est écouté, entendu et compris,
en fait, il est comme plus à même d'aller chercher en lui sa force de guérison. Euh, le symptôme, comme on l'a vu tout à l'heure, il est là pour passer un message. Et donc il se peut que si son message soit passé, le symptôme n'ait plus lieu d'être. Mais on va le voir, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours A plus B égale... Non, non, des fois, il y a d'autres choses à faire et on verra dans une autre partie de la vidéo pourquoi des fois le symptôme disparaît et pourquoi des fois il reste encore là. Donc la parole au bébé, c'est de la traduction. Jusque-là, ok. Mais qu'est-ce qu'on traduit? Alors, on traduit ce qu'en parole au bébé, on appelle la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est cette partie-là qui est en chacun de nous. Tout le monde y est relié, que ce soit les petits, les grands, les hommes, les femmes, les gros, les maigres, les beaux, les moches, enfin, peu importe sous quelle dualité on se met, tout le monde y est relié. C'est cette partie-là qui est très intelligente. On dirait une intelligence supérieure, c'est pas une intelligence du mental, c'est plus, je dirais, une intelligence du cœur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Cette partie-là qui fait que certains peuvent, peut-être, c'est un peu réducteur de dire ça, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le concept, que certains peuvent appeler l'intuition, le sixième sens, ma petite voix intérieure, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus adeptes de développement personnel, qui vont dire ma partie divine, mon moi conscient, vous voyez, ce genre de choses. C'est une partie à laquelle on est tous reliés et qui a la réponse à la question qu'est-ce qui serait bon pour moi aujourd'hui? C'est vraiment une partie qui sait tout ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Elle est donc en chacun de nous et c'est à cette partie-là qu'on va aller s'adresser pour traduire votre bébé, pour vraiment être sûr d'aller aux origines et en profondeur sur son problème et pas rester en surface. Pour faire un petit, je dirais un petit parallèle avec ce que pourrait être une parole au bébé si on s'adressait pas à la sagesse, c'est de faire une différence entre qu'est-ce que c'est la sagesse par rapport à la personnalité. En admettant qu'on soit face à un petit qui sache parler, je sais pas, il a 3 ans et demi, et qu'on lui dit qu'est-ce qui serait bon là pour toi de manger aujourd'hui? C'est un exemple, voilà, c'est juste pour vous faire voir un petit peu la différence. Le bébé, s'il sait parler, il peut dire bah moi je voudrais manger, il faudrait que je mange du poulet, des haricots et un yaourt en dessert. Après, si je le demande à un adulte, l'adulte, lui, il va répondre bah, aussi avec tous ses filtres et ses croyances. Ah oui, il faut que je mange des légumes, c'est bon pour la santé. Oui, donc moi, je vais manger des légumes verts, un petit peu de protéines, voilà. Chacun va répondre en pensant avec son mental, avec les idées qui se fait de qu'est-ce qu'il est bon pour moi de manger. Alors que si je demande à la sagesse, elle va me dire qu'est-ce qui est bon vraiment pour le corps de chaque individu, de l'individu à qui je vais m'adresser. Et ça peut très bien être manger du poulet, comme il disait le petit, mais ça peut très bien être aussi quelque chose du genre bah, il faudrait rajouter plus de fruits riches en vitamine C, arrêter le sel le soir. Ça peut être. Les réponses peuvent être du même ordre si vous voulez, mais elles sont vraiment de l'intérieur et de qu'est-ce qui est bon pour l'organisme, de quoi il a besoin l'organisme là pour se soigner, pour le mettre vraiment le plus au maximum de son potentiel et l'embêter le moins possible. On va dire que c'est ça un peu la différence. Je ne sais pas si c'est très clair de la façon dont je l'ai traduit, mais bon. On passe à la suite. Comment est-ce qu'on traduit cette sagesse? Alors, comment on fait? De quoi on se sert? Alors ici, on se sert du test issu de la kinésiologie appliquée qui s'appelle le test musculaire. Je vous invite à aller voir ce que c'est si ça vous intéresse. Hein. Il doit y avoir plein de vidéos, je suppose, sur YouTube. Je vais juste vous expliquer brièvement ce que j'en sais et comment je l'utilise. En fait, le test musculaire, on part du principe que le muscle peut avoir, je dirais, deux positions. Il peut être tantôt fort ou tantôt faible. À savoir que ce sont vraiment juste deux positions, ça ne veut pas dire fort c'est chouette et faible il est nul. Non, 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 c'est vraiment deux positions comme on-off, comme oui-non, comme vrai-faux. Et ça va nous permettre, nous, d'avoir une réponse aux questions qu'on va poser. En fait, pour ce faire, c'est que, prenez par exemple, quand vous pouvez être debout par exemple, si vous aviez une présentation de 2 heures à faire, une réunion devant tout le monde, vous pourriez tenir debout. Vous présentez votre truc, vous êtes au tableau et vos mollets vous portent. Ils sont forts. Vous avez la capacité physique de tenir 2 heures debout. Puis en admettant qu'une deuxième journée, vous venez faire encore une présentation et là, au bout de 10 minutes seulement, donc c'est pas le temps qui passe, c'est pas la faiblesse musculaire parce que ça fait longtemps que vous êtes debout, puisqu'on sait que vous pouvez tenir au moins 2 heures. Au bout de 10 minutes, il y a quelqu'un qui vient vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et là, vos jambes, elles sont comme ça, en coton. Là. Vous êtes obligé de vous asseoir parce que vos jambes ne vous portent plus. Votre muscle est devenu faible. Ben, on va se servir de ça, nous, pour avoir une convention de oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une information qui passe, et pour y répondre, votre muscle, il utilise la force ou la faiblesse.
Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bien et un qui n'est pas bien, ça veut dire qu'il y a une indication puis une autre. Et nous, on se sert de ces deux indications pour avoir un oui et un non. Parce que du coup, en parole au bébé, on va partir de questions que l'on va poser à la sagesse de votre enfant et faire ce test musculaire pour avoir la réponse, oui ou non. Alors pour le test musculaire, c'est très simple, nous on teste le deltoïde en parole au bébé. Le deltoïde, il se trouve ici, là, sur le bas de l'épaule et le haut de votre bras. Et donc moi, je vais demander aux parents qui sera l'intermédiaire, donc celui sur qui on fera le test, de mettre son bras comme ceci, un tout petit peu plus haut que l'horizontale, et je vais presser, on ne voit pas très bien ici, hop, je vais presser, votre bras sera allongé bien sûr comme ça, et je vais presser légèrement sur le bout du bras, et vous, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de tenir la pression. Et vous allez voir que des fois, vous allez réussir à tenir la pression, votre bras il va tenir, je vais appuyer, il va tenir, et des fois je vais appuyer pourtant avec la même force et votre bras va baisser. Vous n'aurez plus la même force dans le muscle pour tenir la réponse. Et bien ce sera tout simplement à interpréter comme un oui et un non. Donc au début, on demandera à votre sagesse à vous, qui serez le parent intermédiaire, de nous montrer qu'est-ce que c'est un oui pour vous et qu'est-ce que c'est un non. Et donc on verra, selon comment tient votre bras, qu'est-ce que c'est un oui et un non. Ce qui nous permettra de pouvoir répondre aux questions qu'on va poser pour cheminer et aller à la découverte du monde intérieur de votre bébé. Donc on va toujours commencer avec le symptôme ou le signe pour lequel vous venez. On va demander, est-ce que c'est bien sur ça qu'on part aujourd'hui? Le problème de sommeil par exemple. Oui ou non? Je fais le test musculaire, j'appuie sur votre bras. Oui, ok, on continue. Est-ce que j'ai l'autorisation de la sagesse du petit bonhomme ou de la petite bonne femme qui est là pour commencer? Oui ou non? Oui, ok, super. Et donc là, on va aller voir quelle est l'émotion qui est à l'origine de ce symptôme. Quelle est l'émotion de base qui est là et qui cherche à s'exprimer? Bien entendu, je fais une petite parenthèse, le monde émotionnel de votre enfant peut aussi être très riche en émotions confortables, en émotions de joie. Et vous pensez bien que quand vous venez ici en consultation, en séance de parole au bébé, c'est pas ça qui va donner à partager prioritairement. Il va vouloir forcément exprimer des choses un peu moins confortables. Ça ne veut pas dire que le monde de votre bébé est bourré que de colère, de peur et de tristesse. Ça veut dire que là, ce qu'il a besoin d'exprimer, c'est ça. Donc on va toujours demander quelles sont, parmi les trois émotions, tristesse, peur et colère, laquelle est à l'origine. Quelle est celle qui se cache derrière le symptôme pour lequel vous venez. Alors ça peut être par exemple la tristesse, ok. Est-ce qu'une phrase, on va essayer de monter une phrase derrière pour essayer de décrire cette tristesse au maximum. Alors, avant de vous expliquer comment on fait pour monter cette petite phrase, je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez votre meilleure amie là qui arrive, elle est en pleurs. Vous la voyez et vous dites, oh, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être qu'elle a eu peur de quelque chose l'a surpris, peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle est triste, vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, souvent quand il y a des pleurs, on pense quand même que c'est la tristesse. On va voir, et puis là elle nous dit, je suis triste. Elle arrive à dire ça entre deux sanglots. Ça y est, vous commencez à voir, ok, elle est triste. C'est pas de la peur, c'est pas de la colère, elle est triste. Vous commencez un peu à vous mettre à sa hauteur. Elle est triste et vous voyez bien pourquoi. Maintenant, si elle vous donne quelques détails supplémentaires sur sa tristesse, c'est beaucoup plus facile pour vous de l'accompagner. Imaginons qu'elle vous dit, bah, là je suis triste parce qu'en fait, ma maman est décédée. C'est comme si vous arriviez, avec cette information, à vous aligner sur la tristesse qu'elle est en train de vivre là. Vous vous dites, ok, c'est ça qu'elle est en train de vivre. Pour un peu que vous aussi, vous avez quelque chose de similaire dans vos expériences, la perte de votre maman ou d'un être cher, c'est comme si vous alliez vous connecter directement à ce truc-là pour dire, ah ok, ça fait mal comme ça, ok, je comprends et je t'accompagne. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on a de détails là-dessus, plus c'est facile de se régler un peu sur le même diapason que la personne que vous voulez accompagner. Et cet accompagnement-là, cet accompagnement conscient, il vaut de l'or. Je dirais que déjà, il va alléger la peine de cette personne par deux. Et ça ne veut pas dire que vous allez prendre sur vous toute sa peine. Ça veut dire que votre accompagnement du cœur avec l'empathie, là, va lui permettre, elle, de se soulager d'une bonne partie de sa tristesse. Et bien pour les bébés, c'est pareil. C'est pour ça qu'on essaye de vraiment former une phrase pour se rapprocher le plus au cœur possible de ce qu'il est en train de vivre. Donc quand on a dit « t'es triste », ok. Est-ce que pour trouver une phrase qui qualifierait cette tristesse, ça peut commencer par « je suis triste ». Alors vous demandez, avec la validation du test musculaire, non. Je suis très triste. Oui, c'est ça. Ah, ok. Donc on sait que la phrase va commencer par « je suis très triste ». Est-ce qu'après ça peut être « je suis très triste à cause de », je suis très triste depuis que, et on va tester à chaque fois avec le test musculaire pour se rapprocher et former une phrase le plus précis possible, la plus précise possible, pour nous permettre de savoir ce que vit le bébé.
c'est un accompagnement qui va déjà être d'une valeur inestimée quand on va réussir à trouver qu'est-ce qui le rend triste, ou qu'est-ce qui lui fait peur, ou qu'est-ce qui le met en colère. Mais ce qui va encore rajouter du poids positivement à cet accompagnement, c'est de pouvoir mettre en mots la croyance limitante qui en est à la base. Souvenez-vous, la croyance limitante, c'est une interprétation de la réalité qui est fausse. On part du principe que sous chaque émotion, il y a une croyance. Et donc, là, je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément très parlant parce que ce n'est pas le genre d'exemple qu'on croise tous les jours et heureusement, mais c'est pour vous donner un petit peu un exemple de ce qui se passe. C'est que, imaginez un petit qui a 3 ans et qu'on va amener à l'école maternelle pour la première fois. En imaginant, et donc c'est là que je vous dis heureusement que ça se passe pas comme ça, que sa maman ou son papa n'ait pas du tout pensé à lui expliquer qu'est-ce que c'est l'école, comment ça va se passer et tout ça. Donc hop, je te dépose à l'école, je te fais un bisou, puis je te dis allez gros bisous mon cœur, à plus tard. Hop, et la maman ou le papa s'en va. Le petit qui sait pas où il est, qu'est-ce qui se passe, il va se mettre à pleurer. Alors souvenez-vous, quand on pleure, on se dit ah ça se trouve il est triste. Alors la maîtresse qui est un peu pas trop au courant et qui dit ah il est triste, il a peur de sa maman qui l'abandonne et machin et nanana. Bon, allez, viens par là, je te donne ton doudou, tu vas plus être trop triste, ça va se passer, t'inquiète pas. Voilà. On ne sera pas allé beaucoup plus loin. Alors là, on va partir du principe qu'on a une super maîtresse qui est à fond dans le bon accompagnement pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour ce petit bonhomme-là, et qui va se mettre à son niveau et qui va dire, bah dis donc, tu pleures toi mon grand, qu'est-ce qui se passe pour toi là? T'es triste? Et il va dire, ah, non. Il va dire, j'ai peur. Ah, déjà il a peur, donc on va pas l'accompagner de la même façon que s'il était triste. Entre parenthèses, on part du principe que le petit là, il sait quelle est son émotion. À 3 ans, c'est pas souvent facile de savoir pour eux qu'est-ce qui se joue, c'est plutôt à nous d'aller mettre des mots sur leurs émotions. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Donc la maîtresse, c'est une super maîtresse, et elle dit qu'est-ce qu'il y a pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dans tes larmes là? Qu'est-ce qui se joue? Et donc le petit dit qu'il a peur. Ah ok, t'as peur. Déjà, j'arrive à l'accompagner un peu plus sur son diapason. Et pourquoi est-ce que t'as peur? T'as peur de quoi? Est-ce que tu veux m'en parler? Et là, il dit, ben j'ai peur parce que maman m'a abandonné. Alors là, ok, on sait exactement ce qui se joue pour lui. Nous, on aurait juste pensé qu'il était triste parce qu'il se retrouve tout seul ou qu'il voulait rester avec sa maman. Mais là, il nous apprend qu'il a peur que sa maman l'abandonne quand même. Donc ça nous permet de nous mettre vraiment sur le même diapason que lui pour déjà pouvoir l'accompagner. Et alors en plus, c'est que on va pouvoir mettre en lumière le fait que ça, c'est sa croyance. Je crois que maman m'a abandonné, donc j'ai peur. On va pouvoir désamorcer cette croyance et lui dire, hé mon grand, tu sais, maman, elle n'a pas pris le temps d'expliquer, mais je suis sûre que tout à l'heure, quand elle va revenir, elle va prendre le temps d'expliquer. En attendant, c'est moi qui t'explique. Et je vais te dire quelque chose, c'est que ta maman, elle t'a pas abandonné. Elle te laisse à l'école parce que l'école, c'est là où on laisse les petits-enfants quelques jours par semaine pour qu'ils apprennent les choses de la vie, pour qu'ils jouent, pour qu'ils grandissent. Puis pendant ce temps-là, comme ça, maman, elle peut aller au travail, tu sais, où elle aime bien aller, où elle gagne un peu de sous pour pouvoir payer la maison, les vacances et toutes ces choses-là. Donc vraiment, elle t'a pas abandonné, elle va te l'expliquer elle-même, je t'assure, mais tu peux t'alléger le cœur, c'est une fausse interprétation de la réalité. Bon, ça je vous le dis en mes mots, et c'est pas forcément comme ça qu'on l'aurait dit au petit, mais donc du coup déjà dans la tête du petit ça fait ah ok, elle m'a pas abandonné en fait, ah ok, bon ça se tient ce qu'elle dit elle après tout, pourquoi pas. Et puis là vous êtes vraiment toujours la super maîtresse, donc en plus de désamorcer la croyance limitante, vous allez la remplacer par une croyance nourrissante. Ça peut donner du genre, tu sais, je crois même un truc, c'est que ta maman, elle t'a laissé à l'école parce qu'elle sait que c'est bien pour toi. Elle sait que tu as plein d'amis ici avec qui tu adores jouer, qu'il y aura plein d'activités qui vont te mettre en joie, que tu vas passer du bon temps et que vraiment ça va te faire du bien. Donc elle est super contente de te laisser à l'école. Donc vraiment, elle n'est pas là pour t'abandonner, quoi. Alors là, dans la tête du petit et dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, on lui a donné un accompagnement conscient, en sachant exactement ce qu'il était en train de vivre. Mais en plus de ça, on désamorce la croyance limitante qui aurait pu boucler jusqu'à l'âge adulte et ça fait qu'on a toujours peur que notre mère nous abandonne, autant quand on a 6 ans, quand on a 15 ans que quand on a 40 ans. Et en plus, on l'a, je dirais, remplacé, ou en tout cas on lui a donné de quoi s'appuyer sur une croyance nourrissante, que en plus maman elle fait ça pour mon bien. Waouh, là ça change toute la donne. Vous lui avez donné vraiment un accompagnement fantastique à ce gamin-là. Sauf que ça, c'était dans le cas où le petit, il sait parler, et où il sait dire ce qui se passe pour lui, et où il sait mettre des mots sur ses émotions. Il peut se passer du temps avant que ça se mette en place, tout ça. Donc imaginez maintenant la même chose, mais pour un bébé. Et bien c'est la même chose, il y a autant d'émotions et autant de croyances qui se mettent en place que chez
petit ou chez un adulte. Et lui, il n'a pas la parole. Ces croyances-là, vraiment, on les porte encore à l'âge adulte. D'ailleurs, les nouvelles thérapies qui aident vraiment efficacement, je dirais, les adultes d'aujourd'hui, ce sont toutes ces thérapies qui travaillent sur les empreintes de naissance. Tout ce qui est à l'origine, tout ce qui est la vie in utero, tout ce qui est autour de la naissance et les premiers mois de vie. Si on arrive à guérir ces parties-là de nous, qui n'ont pas été entendues et compris, je vous assure qu'on fait un sacré pas sur nous-mêmes. Donc la parole au bébé va se proposer de traduire tout ce monde intérieur là, toutes ces croyances pour pouvoir donner les informations aux parents pour que eux puissent proposer à leurs enfants un accompagnement du plus conscient possible et donc le plus efficace qui va apporter la sécurité dont on parlait souvent. Alors il arrive souvent que la traduction de tout ça invite les parents à guérir quelque chose en eux-mêmes. C'est l'effet miroir dont je vous parlais tout à l'heure là. Cet effet que moi j'ai senti déjà en accompagnant les enfants, parce qu'on l'a avec nos propres enfants, mais aussi avec les enfants qu'on accompagne si on est des professionnels de l'enfance. Et donc à commencer par la grossesse, qui pour moi est une ouverture énorme sur tout notre inconscient, mais pour le bien je dirais, c'est comme en fait une invitation à prendre soin des parts de nous qui sont encore souffrantes, comme pour déblayer la route pour nos enfants, je dirais. Pour qu'on puisse se séparer du maximum de filtres qu'on s'est mis, du maximum de croyances, pour pouvoir être le plus neutre possible et accompagner donc nos enfants de la meilleure façon possible. Sans leur projeter toutes nos peurs, toutes nos tristesses, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, et les leur coller alors qu'en fait elles sont juste en nous et pas du tout en eux. Donc vraiment c'est ça, c'est à commencer par la grossesse, mais tous les pas différents qu'on pourra faire à tous les âges de la parentalité, c'est dès qu'il y a une difficulté, c'est comme un cadeau à déballer pour aller guérir quelque chose en nous, qui va nous aider aussi à pouvoir accompagner nos enfants derrière. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « on ne peut accompagner que jusque là où on est allé pour soi-même ». D'où l'intérêt, vous pensez bien, quand on est parent, de s'accompagner soi, pour accompagner nos enfants, et aussi pour les professionnels de l'enfance et de l'aide en général, des thérapeutes en général, de s'accompagner soi-même pour être le plus à même d'accompagner les petits clients, les petits patients qu'on a dans nos bureaux. Donc ça, c'était la parole au bébé, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas, comment ça fonctionne. C'était la première partie de la vidéo et dans la seconde partie, je vous propose de voir la parole au bébé pour qui. Parce que bien entendu, c'est pour les bébés, mais quel bébé et les bébés, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ils sont adultes aussi. Est-ce que les adultes peuvent tirer bénéfice de la parole au bébé? Eh bien oui, et nous verrons comment dans la prochaine vidéo. À très bientôt et merci de votre écoute.